Bonjour à toutes et tous. Je suis ravi de vous accueillir pour le podcast Les athlètes de l'entreprise. Je suis Gwenaël Saint-Carin, je suis le dirigeant de l'ODAL et qui a créé le Campus Club Formation, qui est le sponsor du podcast du jour. Campus Club Formation, c'est un programme de formation et d'accompagnement euh, sur les domaines mental et physique, des activités physiques, au service du développement personnel et professionnel. Et donc, le podcast est maintenant en place depuis quelques semaines. Et vous pouvez évidemment, comme tous les podcasts, vous abonner sur Spotify, sur Apple Podcasts, etc. Alors, dans l'épisode précédent, nous avons eu le plaisir d'accueillir Géraldine Nicole, qui est une aventurière et une entrepreneuse de Vannes, même si ses origines sont ailleurs, mais ça fait des années maintenant qu'elle est à Vannes, et qui a su puiser dans sa force intérieure grâce à des voyages, des épreuves sportives. Elle a été participante à l'émission koh assez connue, où elle a gagné l'épreuve des poteaux en 2022 et elle a partagé à la fois sa carrière professionnelle et sa carrière un peu sportive et aventurière. Et je vous invite à écouter cet épisode. Et aujourd'hui, on a l'immense chance d'accueillir dans le podcast Pascal Biojou, avec un immense plaisir. Pascal est un expert en sportainment, en stratégie événementielle et en marketing sportif. Et il est à la tête aujourd'hui de Sport Plus Conseil depuis 1996. Et c'est d'ailleurs à cette occasion-là on s'était croisés et on a le plaisir de se retrouver aujourd'hui au travers du podcast. C'est aussi un avantage du podcast de revisiter le passé et les gens qu'on a appréciés. Et donc, Sport Plus Conseil est une agence spécialisée dans la conception et l'organisation d'événements sportifs. On va développer ça évidemment durant les 45 minutes que va durer ce podcast. En tout cas, Pascal, bonjour déjà. Bonjour Gwenaël, merci pour ton invitation. Ouais, c'est un plaisir. On parle du sport, de l'entreprise. Toi, tu as l'avantage d'avoir une double casquette de patron d'entreprise d'un côté et d'aller chercher dans le sport plein d'activités, quoi. Alors, je t'avais, comme c'est le cas à chaque fois, demandé de me faire ta bio. Alors, toi, la particularité de ta bio, c'est que tu parles d'abord de ce que tu fais plutôt que de ce que tu es. Donc, on va découvrir aussi ce que tu es au travers de ce podcast-là, mais avec, au travers de Sport Plus Conseil, énormément d'événements, puisque avec plus de 30 ans d'expérience, 300 événements organisés. Ce que je ne savais pas, d'ailleurs, même si je suivais un peu tes activités, mais c'est que c'est Sport Plus Conseil a organisé le plus grand nombre d'événements à l'Accor Arena de Paris. Oui, oui, c'est une petite fierté, ça d'ailleurs, hein. On connaît cette salle comme notre poche personnellement, j'adore cette arena parce qu'il y a une atmosphère très, très particulière. Ok, 34 voilà, production. Alors moi, je te connaissais alors je savais pas déjà que tu avais effectivement organisé beaucoup de choses à l'Accor Arena de Paris, mais dans le registre du basket, parce qu'on s'était rencontrés voilà, dans ma carrière, ma courte carrière autour du basket professionnel. Et je savais que tu étais le créateur du All-Star Game Paris, qui est quand même un événement majeur en France. Et j'ai découvert aussi que c'était le deuxième plus grand All-Star Game du monde après la NBA, avec encore même 330 000 spectateurs cumulés et 22 éditions consécutives à guichet fermé. À guichet fermé, oui, oui, absolument. Super, super événement. Mais tu n'es pas que dans le basket, même si on a un ballon de basket ici. Il y a quelques indices ici un peu à côté de moi. On va y revenir. Mais tu as également créé deux Open WTA. C'est le circuit professionnel mondial de tennis féminin, en particulier l'Open de Limoges et de Lyon, deux Open qui sont à la WTA, avec évidemment un très bon niveau. Et donc ça, c'est quand même aussi un point important. Et d'ailleurs, on le verra ensuite, mais tu as aussi accompagné Caroline Garcia à titre plutôt individuel sur son image. C'est à la fois de l'événement et... Une exception à la règle d'événementiel, c'est un cas particulier, Caroline nous pourra en parler. Ouais, parfait. Alors, mise en place également et présentation des matchs en France des équipes de France masculines et féminines de handball, avec plus de 120 matchs dans plus de 40 arénas. On sait aussi avec la puissance du handball. On a évidemment le basket qui est le deuxième sport collectif en France après le football, mais le handball est pas très loin derrière, avec 8 sites, 89 matchs, voilà, une scénographie retransmise dans 182 pays. Et le padel, qui est aussi une activité qui monte en France. Je suis joueur occasionnel de padel d'ailleurs, et d'ailleurs à Vannes, il se monte un nouvel établissement. Nouvel établissement avec 4 ou 5 terrains couverts, donc ça se développe. Et vous avez l'organisation de l'étape française
du circuit mondial de padel avec le World Padel Tour. Alors, événement, et là je fais référence à l'affiche là qui est derrière là pour le coup, les JO de Paris. Et on y reviendra aussi parce que ça a excité ma curiosité, on va dire ça comme ça. Et donc on y reviendra au travers des questions tout à l'heure. Mais donc directeur du groupement Talent pour Paris 2024, en charge des animations et de la fan experience sourcing et coordination de 400 artistes événementiels sur 21 sites officiels, 600 sessions sportives. Les chiffres sont incroyables, font rêver. Et de galas qui interprètent Freak from Desire, qui était, je crois, l'hymne d'ailleurs, l'équipe de France de foot à une année, là. Voilà. Et en finale du football, et à Sadek Berahaba et de sa pyramide humaine, de 64 danseurs pour les finales de basket. Donc, Exactement. Oui, c'était des événementiels incroyables, on y reparlera. Alors, pour conclure hein, sur d'autres opérations, d'autres coopérations, donc des événements comme la scène Marathon 76, le trophée BNP Paribas de la famille, autour du tennis, là pour le coup, la Golden League de hand, hein, qui est un tournoi amical international de hand. Alors la collaboration, c'est avec des grandes marques, hein, ça fait rêver quand on voit la liste. Nike, BNP Paribas, Engie, Disneyland Paris, Rolex, Etam, Babola, pour revenir probablement proche du tennis ou du padel. Et puis également des collaborations avec des collectivités territoriales impliquées dans le développement et la promotion du sport. Et tu l'as dit tout à l'heure, Caroline Garcia, juste peut-être, comme on a parlé là, alors pourquoi tu as dit que c'était une particularité? Non, en fait, c'est tout simple, hein. Caroline Garcia, c'est juste une histoire humaine. J'ai eu l'occasion de lui donner sa première wildcard en tant que directeur de tournoi dans sa carrière professionnelle sur le circuit mondial. Elle avait 16 ans. Et de là est née une affinité avec la famille, avec elle, parce que j'avais trouvé que cette jeune fille était différente, avec d'abord une très belle éducation. Et il y avait quelque chose. Et donc, on est devenu proche avec la famille et on a transformé cette amitié, en fait, en relation professionnelle quelques années plus tard pour accompagner Caroline sur la dimension gestion de l'image, c'est-à-dire partenariat privé, relations presse, médias sociaux. Et c'est quelque chose qu'on ne fait pas, qui est fait, enfin, habituellement, puisque bon, c'est notre cœur de métier, c'est l'événementiel. Mais là, on a fait une exception parce que il y avait un contexte qui était la personnalité de la sportive, en l'occurrence. Euh, voilà, et donc j'ai suivi ça à titre personnel pendant plusieurs années, et c'est une expérience intéressante. Mais c'est pas notre métier, c'est un métier à part qui souvent est très chronophage et qui peut engendrer des frustrations parce que les sportifs de haut niveau sont dans un autre monde souvent, un peu décrochés des réalités et donc ça peut être un peu frustrant, ce qui n'a pas du tout été le cas avec Caroline. Donc il y a une dose d'humanité aussi qui a été prise, puisque oui, c'est lui, mais qui est rentré en ligne de compte, quoi. Exactement, et on l'a fait aussi avec Joe Wilfried Tsonga pendant 2 ans, ou 2 ans et demi ou 3 ans. Mais là aussi, il y avait un contexte, parce que Joe, il voulait organiser des camps de tennis. Et dans le basket, on est dans le basket beaucoup, il y a beaucoup de camps de basket. Ouais. Et il nous a demandé de transférer cette expertise pour créer des camps de tennis à Lyon, ce qu'on a fait avec lui. Puis on a découvert une personnalité hyper attachante, hyper simple, etc. Il nous a demandé là aussi de s'occuper de lui pendant 3 ans, ce qu'on a fait. Mais c'est des seules exceptions. C'est des rencontres, comme on a pu se rencontrer aussi Exactement. à une époque. Allez, on attaque la série des questions. Donc, première question, on a découvert tout ce que vous faites avec Sport Plus Conseil. Donc, ça excite notre curiosité, hein. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et comment tu es arrivé à créer en 96 cette société-là, Sport Plus Conseil? Oui, alors bon, c'est à la fois simple, mais je vais pas faire toute ma carrière qui est assez longue, hein. Simplement, il y a un peu d'atavisme évidemment, puisque je suis tombé dans la marmite du sport quand j'étais petit, on va dire ça. Mon père est un des 2 dirigeants fondateurs du Limoges CSP et qui a accompagné la croissance du club dans les années 80 avec les premiers titres de champion de France, plusieurs coupes d'Europe gagnées. Il a participé à la création de la Ligue nationale de basket et moi, tout naturellement, j'ai été baigné dans cette culture de club sportif, du sport, du basket, mais du sport en général. Et j'ai voulu en faire mon métier. Alors,
D'abord, avant d'en faire son métier et ses études, je faisais des études d'économie. J'avais un sujet de mémoire à choisir et j'avais choisi le sponsoring sportif. Alors, ça remonte, Gwenel, à 1983 et je me suis passionné pour le sujet et à tel point que j'ai été publié chez Dalloz après une rencontre avec un de mes mentors, Jean-Pierre Caracchio, qui est le directeur du Centre de droit de l'économie du sport. Et ce bouquin est devenu le premier bouquin en langue française traitant du sponsoring sportif. J'avais 23 ans, voilà. Donc j'ai voulu travailler dans cet univers, mais qui n'était pas mature. Donc moi qui suis assez cartésien, j'ai eu un peu peur. Faut jamais avoir raison trop tôt en fait. Donc je me suis pas trop lancé et puis donc j'ai continué ma voie dans l'univers économique et qui m'a bien servi d'ailleurs pour la suite. Et puis à 30 ans, j'ai créé mon entreprise. Notre première entreprise s'appelait Win Basketball, Mhm. qui était mon sport prédilection et aussi parce que l'intuition était que le basket allait se développer et c'est ce qui s'est passé. On a créé Win Basket en 90. Il y a eu la Dream Team de Barcelone en 92, la seule vraie Dream Team avec Michael Jordan, Larry Bird, etc. Moche champion d'Europe en 93. Voilà. Et vraiment, le basket est le deuxième sport après le foot, avant le rugby, hein, le basket, en termes de sport de club. Et puis après, l'intuition, c'est que bah, ça allait un peu s'essouffler, pas s'effondrer du tout, mais s'essouffler. Et je voulais pas mettre tous mes œufs dans le même panier, être pluridisciplinaire. Puis ça m'intéressait aussi d'aller sur d'autres territoires. Et donc, j'ai créé Sport Plus Conseil en 1996, qui est le Sport Plus Conseil d'aujourd'hui, près de 30 ans après. Mhm. Et l'ADN de départ, c'était quoi quand tu as eu une idée, hein, parce qu'il y a plein d'entrepreneurs là qui nous écoutent, mais euh, comment est venue une idée spécifique de Sport Plus Conseil? Tu t'es dit, je change, alors Winsport a une activité un peu différente, mais voilà, l'idée de départ. En fait, à travers ma première expérience sur Win Basket, qui était beaucoup de régie commerciale de clubs, Ouais. euh, j'ai appris à travailler et à comprendre les philosophies de dirigeants de clubs où, bah, tu le sais, souvent, c'est jamais assez, il y a beaucoup d'irrationalité. Et à un moment donné, je me suis dit, ce qui serait peut-être bien, c'est qu'on fasse nos propres événements, que je puisse piloter mes propres événements, prendre mes propres décisions. Et après, bah, si ça marche pas, bah, ça sera notre faute. Et si ça marche, ça sera grâce à nous. Mais au moins, on va aller au bout de nos idées Mhm. sur l'événementiel, et sur du basket, sur du tennis, sur d'autres disciplines. Voilà, c'était ça en fait. Voilà, créer nos propres événements, être producteur. Mhm. Et en quoi, alors, le thème hein, des athlètes de l'entreprise, c'est à la fois les athlètes dans l'entreprise et dans le sport, et le sport en général, hein. Et en quoi le sport peut être un outil efficace pour la performance et la cohésion des entreprises? Toi, tu démarches des entreprises en leur disant, bah, venez sponsoriser mon événement. Comment tu arrives, voilà, quels arguments tu peux déployer et qu'est-ce que tu en penses? Alors, là, on parle de la pratique du sport en entreprise. Alors non, les valeurs du sport en général, hein, c'est Oui, les valeurs du sport en général. alors les valeurs du sport, c'est un peu un lieu commun, mais je pense que c'est une vraie réalité. Bah, les valeurs du sport, tout le monde les connaît. C'est l'ambition, c'est le travail, c'est le dépassement de soi, c'est des valeurs collectives, c'est le fair play, enfin, il y en a mille. Il y a la multiculturalité. Aujourd'hui, peut-être un exemple que je cite, qui est, alors, pour le coup, c'est du basket, ça reste du basket, c'est le Paris Basket avec une vision de son président David Kahn qui a été pour créer implanter un club de basket à Paris. Il y a eu de nombreuses tentatives. Les gens, ils allaient toujours à Coubertin, à l'ouest de Paris. Il lui a dit, je vais pas à Coubertin, je vais à Carpentier. C'est pas très sexy, dans un quartier plus populaire, multiculturel, et aujourd'hui qui porte ses fruits avec une salle Adidas Arena qui est un peu the place to be, hein, une vraie réussite. Donc ces valeurs-là, le sport véhicule de vraies valeurs. Et c'est pas très compliqué de faire partager ça à des responsables d'entreprise ou des directions de marketing, à condition, mais on va en parler bien sûr, que il y a du sens. Voilà, il faut au final donner du sens à tout ça. Alors, c'était l'objet de la troisième question. Ouais, on parle de marque employeur aujourd'hui pour les entreprises, hein, pour renforcer son image de marque. Donc, toi qui es patron d'une boîte de marketing sportif, quel levier, quel développement, quelle image de marque, voilà, est-ce que tu as des choses à partager sur le sujet? Et je pense que pour une entreprise, pour une marque, il y a deux objectifs, c'est l'image de marque, mais aussi la notoriété.
Donc, et des fois, on peut avoir les deux. Et des fois, on peut avoir un peu plus besoin de revaloriser ou valoriser son image, ou un peu plus besoin de développer ou d'accompagner sa notoriété. Mhm. Et donc ça, les réponses dans l'univers sportif, elles existent évidemment. Si je prends un exemple avec une entreprise controversée en France, à tort ou à raison, c'est Total Energy. Total Energy était le premier partenaire potentiel de Paris 2024 Mhm. et a été retoqué par la ville de Paris sur Mhm. les considérations euh, politiques, etc. Aucun jugement de valeur là-dessus. Et Total Energy aujourd'hui, en France, est partenaire de, de deux des sports les plus populaires, que sont le rugby, Mhm. partenaire du top 14, partenaire d'une section paloise, qui déclinant beaucoup d'opérations sur le terrain avec des équipes de jeunes, et partenaire d'une équipe du Tour de France. Mhm. Mhm. Et aucune critique là-dessus. Mhm. Et pourquoi Total Energy vient là? Total Energy, tout le monde les connaît. Ils vont pas vendre forcément plus d'essence en faisant ça. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. En termes d'image, c'est extrêmement porteur. Mhm. Mhm. Oui, il y a un rayonnement qui se fait de toute façon et il y a des effets bénéfiques, j'imagine aussi à l'intérieur de l'entreprise, sans parler de l'image de marque, mais La dimension interne est très importante. Évidemment, on va en parler peut-être après, il faut qu'il y ait des zones internes. Autre exemple rapidement, avec Roland Garros, qui est un événement premium, énorme audience mondiale, 700 000 spectateurs et une image premium. Et le partenaire automobile n'est pas une marque premium, c'est Renault. Et Renault est venu sur ce territoire pour rehausser son image auprès du grand ouais, public. bah, Claire. pour être aspiré par la notoriété, on va dire, aspiré par Voilà. la notoriété du tournoi, quoi. Exactement, notoriété, image. Mais en l'occurrence, je pense que c'est d'image euh, avec la notoriété importante du tournoi. Et en notoriété, par exemple, recherche de notoriété, encore une fois, faut chercher les événements les plus populaires comme le Tour de France, mais qui connaissait AG2R la mondiale avant que le groupe ne parraine de cyclisme. Ouais, de vélo, ouais, tout à Et fait. aujourd'hui, la notoriété spontanée, elle est très forte. Donc voilà, donc le sport a ces dimensions-là et à tout niveau. Là, on parle de gros événements, mais on peut le transposer sur des clubs régionaux, sur des territoires. On a les mêmes mécaniques en termes de développement d'image potentiel et de développement de notoriété potentielle. On peut adapter, hein. Il n'y a pas que le haut niveau, hein, c'est ce que tu dis aussi. Ça me Exactement. parle du haut niveau. Et tu as travaillé sur des compétitions de haut niveau pour le coup, mais Pas que. dans les clubs. C'est ce qui est aussi étonnant, mais les clubs, voilà, je pense que des entreprises ou des PME, etc., sur des territoires, peuvent tenir les mêmes effets avec des investissements moindres, mais sur des cibles et des territoires qui les intéressent. Si justement pour aller plus loin dans ce sujet, si je suis patron de PME et je me dis, tiens, j'ai envie d'accélérer dans ma communication et pourquoi pas aller vers un partenariat sportif, quel conseil tu pourrais donner à ces dirigeants? Alors, on a vu que tu as de très belles marques, mais comme tu le dis aussi, il n'y a pas que les compétitions prestigieuses, il y a d'autres choses. Quel conseil de manière générale tu pourrais donner à un entrepreneur qui se dit, tiens, moi j'ai envie d'exploiter l'image du sport et puis d'en faire quelque chose d'intéressant dans mon entreprise, quoi. Il y a 15 ans, j'aurais peut-être pas mis ça, ma première réponse. Premier, je pense qu'il faut, et on l'a effleuré tout à l'heure, il faut l'adhésion de l'interne. Quand j'ai démarré, il y a longtemps, on parlait de danseuse du président. Mm, mm, Et mm, bien, alors aujourd'hui, je ne dis pas qu'il n'y a pas dans les entreprises des choix parce que le responsable de l'entreprise aime telle ou telle discipline, mais si c'est le cas, en tous les cas, ça ne peut pas se faire s'il n'y a pas l'adhésion interne, si on n'entraîne pas un mouvement en mm, interne des collaborateurs qui adhèrent à ce projet-là, pour mm, pas que ce soit clivant. Et ça, c'est très important. Et donc, la corrélation de ça, c'est que, on l'a aussi un peu effleuré tout à l'heure, c'est de donner du sens à un investissement, c'est-à-dire expliquer pourquoi, en quoi c'est bénéfique pour l'entreprise de faire ça, que ce soit en termes d'image, de notoriété, d'hospitalité, en termes de réseau, par exemple. Il y a plein de raisons objectives d'investir dans le sport. Et puis peut-être le troisième conseil, c'est quand on achète des droits pour 1 euro, il faut garder 1 euro
pour les activations et le faire savoir. Ça, c'est la règle d'or qui existait il y a longtemps, qui existe toujours aujourd'hui, mais peut-être encore plus aujourd'hui. Mmh. Encore plus parce qu'il y a de nouveaux médias, quoi. On y reviendra aussi, mais à l'époque, c'est les Exactement. médias traditionnels, la presse, les médias publicitaires traditionnels. Aujourd'hui, il y a un truc qui s'appelle les réseaux sociaux et le digital, et on en reparlera d'ailleurs tout à l'heure lors d'une prochaine question. Et donc, alors les partenariats sportifs ou activités populaires efficaces que tu recommandes, est-ce qu'il y a, il y a plein de choses dans les événements, mais est-ce qu'il y a des choses que tu recommandes plus? Alors, sans dire il faut aller au basket, il faut aller au foot, il faut ceci ou cela, mais globalement, qu'est-ce que tu recommanderais? Non, je vais pas, il n'y a pas de recommandation a priori. Ok. Pourquoi? Parce que sous l'angle sport, c'est multidimensionnel. Ça peut être Ouais. un événement one shot. Dans un événement one shot, un événement de voile ou de tennis, c'est pas la même chose. Ça peut être un sportif individuel, on l'a dit tout à l'heure. Ça peut être une équipe de sport collectif. Ça peut être un naming de stade. Ça peut être, il y a énormément de choses. Je crois qu'avant de faire une recommandation, Mm. il faut une consultation, Ouais. comme si le docteur Un nous en diagnostic. oui, un diagnostic, exactement, hein, c'est logique. En analysant, en fait, euh, quel type de quel type d'entreprise il s'agit, quels sont ses objectifs, ses cibles, et en fonction de ça, là, on peut établir une recommandation sur tel ou tel support dont je viens de parler. Voilà. Mhm. Et c'est impossible de, de dire comme ça, a priori, voilà, moi je vois plutôt là ou plus là, sans vraiment connaître les objectifs et aussi la culture d'entreprise. À chaque fois qu'on rencontre une entreprise, on essaie de comprendre ça aussi, pour que ce qu'on leur propose corresponde bien à ce qu'ils recherchent, peut-être sans le savoir d'ailleurs. Mhm. C'est le métier, ce que tu décris là quelque part, moi, je le vois comme ça. C'est le métier d'un bon dirigeant d'une boîte de marketing sportif, c'est justement de comprendre avant d'aller proposer sa prestation. C'est aussi de comprendre l'entreprise et les attentes de l'entreprise et les besoins de l'entreprise pour trouver ce qui va le mieux correspondre aux attentes. Oui, et puis sachant que le sport a quelque chose de très particulier, c'est que le sport, quand on choisit de soutenir, par exemple, un club ou un sportif individuel, et cetera, le sport, il y a un aléa. Ce qu'il y a pas dans les autres univers. Ouais. Et tout le monde ne peut pas gagner. Il y a forcément un vainqueur et puis un dernier, hein, voilà. Il y a des hauts et des bas. Et ça, il faut l'avoir en tête lorsqu'on est dans l'univers du sport. Il faut accepter ça et également le valoriser. C'est voilà. Donc donc c'est là aussi où bah, des experts comme nous, des agences comme nous, qui connaissons notre média sportif, pouvons, je pense, apporter des bons conseils avec les bonnes pratiques aux marques. Mhm. Alors, on a parlé d'évolution, liée, par exemple au digital, mais globalement, ta vision justement d'évolution, on voit que le basket a franchi des étapes avec voilà, les All-Stars que tu as pu faire, les performances au JO, des clubs français qui commencent à être dans les top clubs Euroleague. Voilà, voilà, il y a une vraie accélération, on va dire, dans le basket, mais de manière générale, sans parler uniquement du basket, mais dans l'évolution, dans les années qui viennent, comment vois-tu en France? On disait en France, on n'est pas tellement supporter. En France, quand une entreprise s'associe à sponsoriser un club, ici on a un célèbre d'ailleurs le RCB hein, dans le rugby ici à Vannes, mais on dit parfois les salariés, tu l'as expliqué tout à l'heure, disent c'est la danseuse du président. Alors c'est une vieille formule, hein, mais quelque part parfois intégrée malheureusement par les salariés. Et comment tu vois l'évolution de tout ça, voilà, dans les années qui viennent? Non, mais pour rebondir sur ce que je viens de dire, je pense qu'il faut un équilibre, un juste équilibre, et à ce moment-là, ça se passe plutôt bien dans les entreprises. L'évolution, non, je vois, euh, c'est plutôt l'évolution de l'offre de sport et il y a un peu des effets de bascule générationnels, hein, qu'on le veuille ou non. C'est, on a des nouvelles pratiques, le sport nouveau, comme de- alors je sais pas, pour moi, je vais pas me faire beaucoup aimer de cet univers-là, mais le e-sport, Oui. pour moi, c'est la frontière entre le sport et une autre pratique, mais c'est quand même considéré comme du sport. Le parcours,
ces, ces parcours d'obstacles urbains, etc., qui ont beaucoup de succès avec des tournées qui se montent et qui vont se monter. Il y a le MMA, par exemple, Ouais, ouais, ouais. qui a un succès considérable. Euh, Incroyable. c'est, au niveau ticketing. moi, Donc voilà, donc je pense qu'il faut intégrer d'une part l'attrait du public, du grand Mhm. public. Mhm. Et pour le e-sport et la MMA, c'est considérable et Mhm. pas fort comme si ça n'existait pas. Après, on aime ou on n'aime pas, c'est autre chose. Mhm. Mais il y a des tendances de consommation du sport et donc des répercussions forcément sur la vision de l'entreprise par rapport à des entreprises ou des annonceurs par rapport à ça. Puis il y a d'un autre côté, ce qui n'a rien à voir, mais qui est, je pense, est assez préoccupant, c'est les calendriers dans le sport de haut niveau, Des compétitions, quoi. Des des compétitions. compétitions qui deviennent totalement démentielles, avec à terme, pour moi, un vrai risque de lecture, enfin, pas de lecture, mais de valeur Mhm. Mhm. apportée à chacun de ces événements, parce qu'il y a une dilution, forcément. Bah, on le voit là, Coupe du Monde de foot, Coupe du Monde des clubs. Des clubs, ouais, des clubs. Mhm. Chacun peut en penser ce qu'il veut, mais ça s'arrête jamais. Et donc, il y a une dilution de la valeur. Mhm. Voilà. Mhm. Et donc, dans les tendances de fond, je pense que ça, ces deux aspects sont à regarder de près et on peut retrouver ça à peu près partout, dans tous les univers, le tennis, le basket, le hand, etc. Les athlètes se plaignent à juste titre. Et s'il y a des problèmes avec les athlètes, il y aura des problèmes sur la qualité et il y aura un problème de partenariat. Bah, bien sûr. Tout le monde en paye les pots cassés. L'athlète le premier, enfin les athlètes les premiers et ceux qui sont associés justement Mais pour le cette monde montre sur compétition. une capacité d'adaptation. Donc voilà. Alors, c'est un monde du sport professionnel et un monde assez impitoyable. Comment on arrive à durer dans le marketing sportif? Parce que c'est un milieu voilà, il y a des entreprises qui disparaissent, d'autres qui se créent. Comment on arrive à travailler dans la durée? Alors, pareil, hein, je pense à des auditeurs, auditrices qui, eux, ont des business peut-être un peu différents ou qui sont cycliques comme ça. Comment on arrive à perdurer 30 ans dans le marketing sportif comme toi avec Sport Plus Conseil? Ouais, bah c'est une bonne question. C'est d'ailleurs une petite fierté hein, d'avoir cette pérennité. Là, je pense que c'est comme dans toutes les entreprises. Hein, il faut pas vendre ce qu'on n'est pas capable de livrer. Donc, il faut livrer sur on s'est engagé à livrer. Il faut être rigoureux, créatif. C'est-à-dire se lever le matin, moi je dis toujours quand j'ai un stagiaire qui arrive, hein, un jeune, j'adore avoir des jeunes comme ça qui viennent pour 6 mois partager une expérience, mais je leur dis sur ton la boutade, quand tu te lèves le matin, quand tu te rases, tu dois réfléchir à ce que tu dois apporter de plus, apporter de mieux. Être créatif, c'est ça la créativité et la rigueur. J'ai une réputation dans l'entreprise qui est, tu vois, comme Ah, je te connais un peu, je te confie. Ça, c'est des enquêtes, des oui, cabinet. je pense que pour livrer des choses qui paraissent spontanées et qui offrent du plaisir aux gens, il faut une préparation sans faille. Donc, je pense qu'un des secrets de la longévité, c'est ça. Euh, et puis, c'est aussi, tu sais, notre univers, il fait rêver les gens, il brille. C'est un peu le showbiz. On a l'impression on vient travailler chez nous, on va faire un contre Michael Jordan ou faire un 7 contre Federer. Ah non, non, c'est pas ça. Hein. C'est du sang, de la sueur et des larmes. Mais au final, on livre du bonheur. Et puis après, les équipes, quand l'événement, le rideau tombe, tout le monde pleure, quoi. Voilà et en repinard. Donc, je pense que ça, ce mélange de rigueur, de sérieux, de passion fait que ça se ressent et nos clients sont fidèles et puis on arrive à rebondir année après année. Voilà. Là, alors, je me rappelle plus la phrase exacte de Napoléon, mais qui dit que la réussite, elle est dans les détails. Et tu es Alors ça, justement. ah, mais ça, c'est totalement transposable, voire plus dans notre événementiel. Ouais, ouais. Et c'est ce que je dis toujours aussi. Quand quelqu'un arrive dans l'entreprise, c'est très frustrant parce que tu peux travailler pendant 6 mois en préparation d'un événement, avoir dans les bons couloirs de neige. Si tu n'as pas soigné les détails, c'est ça qui va se voir. Et au final, tu vas avoir ces remarques négatives alors que tu as été bon sur 95%, mais les 5% d'émergents. Et donc ça c'est très très important. Mais c'est notre métier.
Bah, c'est d'ailleurs je sais pas si on peut dire l'antithèse sur le papier, c'est-à-dire l'événementiel, c'est sympa, on croise les joueurs, les sportifs, etc. Et on se rend compte que ce qui va faire la réussite de tout ça, c'est quand même l'organisation et la préparation et une grande rigueur. C'est-à-dire C'est une complètement très, absolument, c'est une très grande rigueur, comme dans toutes les entreprises, mais avec cette notion là aussi d'aléa, parce que on est en direct, parce que l'événement se passe, à ce moment-là, il n'y a plus de filet, donc il faut avoir à peu près tout sous contrôle, et avec une grande capacité d'adaptation. Je pense que si mes confrères écoutent, ils ne me contrediront pas. l'adaptation. Et d'ailleurs, ça fait sens avec la question suivante, hein. On, on a évoqué ça tout à l'heure, hein, de la communication qui changeait, hein, en particulier avec les réseaux sociaux, donc la technologie, le digital, hein, qui impacte quand même drôlement aussi la communication, évidemment. Et puis, bah, les programmes, bah, tu proposes aux partenaires, hein, ça fait aussi partie certainement en partie prenante des contrats que tu passes avec les entreprises. Alors, voilà, quel rôle joue aujourd'hui cette technologie, les réseaux sociaux, de manière générale, le digital, autour des partenariats sportifs, quoi. Alors là aussi, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais c'est un rôle essentiel, émergent, invasif. Lorsque en tennis, tu discutes avec un responsable marketing, une direction de marketing sur euh, pour un joueur ou une joueuse, sa première question, c'est il a combien de followers? La Mm. première, la Ouais, première. ouais, Et ça date ça remonte à une dizaine d'années, hein, et ouais, ouais. c'est vraiment ça. Et donc, il y a une joueuse qui s'appelle Krejcikova qui a gagné euh, Wimbledon l'année dernière. Et elle le dit aujourd'hui dans le journal L'équipe. Elle s'exprime et elle dit, j'ai que 140 000 followers et je n'intéresse personne. Voilà. Donc, c'est Ouais, par exemple pour répondre à ta question avec cette dimension des réseaux sociaux qui est considérable. Et nous, on doit évidemment accompagner ça. Et c'est normal avec des community managers qui font vivre les événements, qui font vivre les partenariats, avec des gens là aussi sérieux, parce qu'on doit faire attention à ce que l'on écrit, à ce que l'on poste, sans être excessif, mais en étant quand même pertinent et en accrochant, parce que c'est l'ADN des réseaux sociaux. Et donc avec une attention part- particulièrement importante à travers le sport féminin, la dimension féminine. Là, on voit qu'il y a énormément d'excès, énormément d'abus sur l'image de la femme, etc. Où là, de mon point de vue, il faut faire très attention. Ouais. ouais, faut faire très attention. Et comment tu as, au niveau d'une entreprise comme la tienne, et donc tu en charge et la communication, comme tu disais, plutôt d'événements, comment, en tant que toi, patron de la boîte, hein, tu t'assures justement que le community manager est aligné par rapport à toi? Comment tu fais? Parce que quand je suis une entreprise aussi, hein, si je suis une entreprise d'une certaine taille, bah, je peux organiser des événements qui sont vus, su, etc. Et pour, on va dire, contrôle, j'aime pas du tout le mot contrôle, mais on va dire pour coordonner, voilà, la communication. Non, non, c'est une bonne question, d'autant plus que nous, le sport, ça se vit dans la spontanéité, hein. Des fois, il y a des résultats sur lesquels il faut réagir immédiatement. Ouais, En ce moment, c'est le cas, hein. Il y a des activités de tennis ou basket ou etc. Et on se doit de réagir à ce qui se dit. Et donc là, tu peux pas être derrière le community manager en disant tiens, attention à ce que tu écris, etc. Non, je pense qu'il y a là aussi un brief, là aussi la qualité des personnes avec qui on travaille, hein, c'est important, hein, la confiance mutuelle qu'on doit avoir ensemble et surtout le brief et l'état d'esprit général, justement sur jusqu'où on peut aller ou ne pas aller. Bon, jusqu'à maintenant, ça s'est très bien passé. Je pense que ça tient aussi à la qualité des personnes avec qui on collabore. la première, la meilleure chose, c'est d'embaucher des personnes compétentes ou en adéquation en plus avec. Compétente, il y a la compétence, il y a la loyauté, il y a la rigueur, voilà, tous ces éléments-là qui se complètent en fait. Mm, mm. Alors, on a parlé des événements qu'on a évoqués en listing au début, quand vous en faites beaucoup, mais si on revient aux événements que vous organisez, hein, événements majeurs, et voilà, la question, c'est une double question, mais voilà, vous faites beaucoup d'événements importants, mais est-ce il y a des événements qui t'ont plus marqué? Voilà.
sur la longue liste qu'on a fait tout à l'heure. Non, je t'ai dit, j'ai fait plus de 300 événements de toute taille, toute nature, etc. Donc à chaque fois, c'est une fois que c'est terminé, on a les yeux mouillés parce que voilà, ça a été dur, mais on a qu'une hâte, c'est de recommencer. Mais bon, moi, je pourrais parler des Jeux Olympiques, évidemment, c'est l'événement absolu. Mais c'est le All-Star Game de basket. C'est vraiment ça parce que bah, tu connais cet univers. C'était un peu à l'époque où on s'est rencontrés, je pense. On avait avec mon partenaire Nike de l'époque, on voulait faire l'événement de basket dont on rêvait un peu. C'est-à-dire casser les codes Mhm. et en allant à Bercy entre Noël et le 1er janvier pour faire un All-Star Game sans star. Ouais, ouais. Et donc on nous a dit mais Vous êtes sous. oui, oui, parce que il faut bien le remettre dans son contexte de l'époque. Il se passait rien entre Noël et le 1er janvier. 15 000 personnes à Bercy, c'était pour du basket. Mais nous, on voulait des- avoir carte blanche pour mettre nos idées en place et proposer quelque chose qui fonctionnerait en ayant beaucoup de qualité, en fait. Mais la première année, on a fait 6 000 spectateurs, plus 5 000 invitations, 11 000 personnes. Financièrement, ça a été compliqué. Et à partir de la deuxième année, c'est parti. Et on a fait guichet fermé depuis cette deuxième année, 2003. Et ça continue aujourd'hui. C'est une success story. C'est un événement précurseur, je pense, dans le sportainment. Et ça, voilà, voilà, cet événement, j'ai quand même j'ai eu beaucoup d'affection et c'est un événement qui me tient beaucoup à cœur. Ah, ça fait sens par rapport à une technique commerciale ou marketing qui s'appelle l'USP, hein, Unique Selling Product. C'est voilà, quand je donne des cours parfois à l'université, c'est des choses que je partage avec les étudiants, hein, d'aller chercher justement quelque chose de différenciant. Euh, et qui, comme tu dis, hein, entre Noël et le premier de l'an, les événements. Alors, ça a tendance à changer aujourd'hui, mais à l'époque, effectivement, c'était une révolution complète, un événement Oui, sportif. oui. Ils ont mis dans. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à casser les codes en restant, en croyant dans ce qu'on fait. Évidemment, on ne peut pas faire, c'est pas du cirque, hein, on n'allait pas faire du cirque. Mais on savait où on voulait aller et voilà, on a réussi cette opération, c'est super. Alors, tu as évoqué les JO. Alors, je comprends que ton attachement au basket fait que l'événement voilà, que tu ressors là, c'est l'All-Star Game. Mais pour revenir aux JO, hein, j'ai cru comprendre que tu as été un peu consulté dans l'urgence, même si tu avais déjà avant un peu travaillé sur des propositions. Mais voilà, tu peux nous raconter ce qui s'est passé. Puis, pour faire un parallèle avec l'entreprise, parce que des fois, on a des dossiers qui se traitent en urgence. Donc, voilà, tu vas nous dire voilà, nous raconter cette histoire-là des JO et de nous expliquer comment tu as réussi à prendre ce dossier. Oui, oui, en fait, en fait, on s'est rapproché de Paris 2024 à un moment où il y avait une mission qui n'était pas pourvue, qui s'appelait Talent. Talent, c'est quoi? C'est déployer sur tous les sites olympiques, c'est 700 sessions sportives, hein, c'est 700 événements en 2 semaines et demie. Il faut voir la dimension du truc quand même. Déployer des artistes qui viennent, c'est des groupes de danse, c'est Gala qu'on a fait venir la chanteuse pour son titre Free for Desire interprété en live sur la pelouse du Parc des Princes avant la finale. C'est tout un tas d'artistes de différents univers qui sont venus apporter cette dimension de sportainment à l'événement Jeux Olympiques. Et donc on est rentré, on est monté à bord, onboarding, puisqu'on a fait le onboarding en avril 2024. 2024, donc avril. Ouais, c'était pas en avril 2020 ou 21 ou avant. Non, c'était 24, hein, tu me confirmes. 3 mois et demi avant, avec presque une feuille blanche, avec la commande de sourcer, de contracter et de déployer toutes ces entités. Au final, près de 400 artistes, on a fait près de 200 contrats et on a livré et c'était un magnifique événement. Voilà. Et comment tu as réussi alors justement, dans l'urgence, 3 mois et demi avant les JO, tous ces événements, comment tu as réussi? Qu'est-ce que tu as mis en œuvre pour On parle souvent de la gestion de projet, avec des plannings, etc. Ouais. Qu'est-ce qui a fait la réussite? C'est une équipe commando.
Bah, là, de toute façon, en interne, c'était très compliqué les collaborateurs étaient euh, avaient des activités, on ne pouvait pas les. Oui, déjà pris, déjà pris, quoi. Ils étaient déjà pris, donc il fallait recruter. Alors on a eu la chance, je sais pas si la chance, c'est comme ça, de monter une équipe commando d'une petite dizaine de personnes, et on a trouvé des gens extrêmement compétents, passionnés, engagés. Là, on est toujours sur notre groupe WhatsApp un an après, parce que voilà, c'est des choses qu'on n'oublie pas. Tout le monde s'est serré les coudes, et là, on se rend compte, mais on le retrouve sur certains événements, quand on doit aller vite, finalement, les barrières tombent quand on est soudé, en fait. Voilà. Mm, mm. Et la force de l'événement aussi a permis d'avancer et de pouvoir faire ça. Mais je crois que c'est vraiment l'équipe qui était très complémentaire, encore une fois, et qui s'est très investie et qui a vraiment bien travaillé ensemble, qui a permis de réussir ça. Est-ce que tu parles d'un outil, WhatsApp, qu'on utilise tous pour des groupes d'échange, etc. Est-ce qu'il y a un outil ou une technique, voilà, que vous avez employé vraiment pour, dans votre pilotage, voilà, qui a été très court, d'événements majeurs, de multiples événements? Est-ce que tu auras un truc à partager, justement, à dire, tiens, on a fait, voilà, une réunion tous les lundis, on se voyait, voilà, c'est de savoir un peu comment tu as piloté ça et quelles idées ça peut donner aux auditeurs. Non, mais je vais rien inventer, hein. C'est forcément sur un délai comme ça, c'est la visio, c'est magique. Ouais, et après, on peut pas faire que les visio, donc mais ça, je j'ai pas la prétention d'apprendre les choses aux auditeurs. Non, 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 je, je pense qu'il faut essayer d'anticiper au maximum les problèmes, de, de comment dirais-je, de prioriser les choses traitées. Et en l'espèce, c'était le cas. En fait, à 3 mois et demi de l'événement, on a priorisé les choses. Pas vouloir partir tout de suite dans toutes les directions. Et je pense que c'est une des clés, hein, de vraiment essayer de construire brique après brique, même si le délai était court. Et puis après, se parler. Parce que même si c'était une petite équipe de 10 personnes, il faut se parler. Il ne faut pas que chacun soit dans son coin. Et ça, c'était un peu mon rôle se parler. C'était aussi souvent à la brasserie d'en face, où on se retrouvait à table pour une table ronde, pas une table carrée, une table ronde qui est beaucoup plus propice à l'échange, à ce que tout le monde puisse discuter. Et puis on repartait d'un déjeuner avec chacun savait ce que l'autre avait fait et repartait avec son objectif. Voilà, c'est des choses tout bêtes, mais toutes simples, mais voilà. Mais la table ronde, c'est quand j'évoque ça en formation, c'est pour ça d'ailleurs dans un bureau, il y a un bureau bien fait d'un manager, il faut une table où il a son bureau où il travaille et à côté une table ronde où il va échanger avec ses collaborateurs, hein. Et non, mais on me dit que je suis maniaque, mais la table ronde, pour moi, c'est symbolique ça n'a rien à voir, c'est très important. Un des voir avec une cote carrière. Mais c'est dans les petites choses que, hein, dans les détails, on disait, et la table ronde, finalement, c'est un détail, mais qui sert à la collaboration, Exactement. aux Exactement. échanges, et en plus, autour d'un repas, on est en France, donc c'est parfait. Tu as une anecdote, d'ailleurs, comme on est sur les JO, là, peut-être tu as une anecdote particulière ou drôle, ou voilà, à partager? Ouais, il y en a mille des anecdotes, mais alors dans les artistes, en fait, dans le brief, on nous avait demandé de créer des leurres, en fait. D'accord. C'est-à-dire, on a créé des faux pierres de Coubertin. D'accord. Ouais. C'est-à-dire, il y avait, on avait 7 pierres de Coubertin, donc on a casté des artistes qu'on a grimés en pierre de Coubertin et qui étaient dans les tribunes. Et il fallait trouver où était le pierre de Coubertin dans la tribune du beach volley sous la Tour Eiffel, dans la tribune de la natation à la Défense Arena ou autre. Et dans le même esprit, on avait ce qu'on appelle les moppers. Les moppers, c'est des nettoyeurs de parquet, c'est-à-dire les jeunes, hein, les volontaires, qui sont avec un balai. Et puis quand la sueur est tombée sur le truc de judo ou sur le terrain de basket ou autre, et ben, l'arbitre fait rentrer les moppers qui essuient. Et en fait, on avait des faux moppers. C'est-à-dire que c'était des artistes. Et en fait, ils commençaient à balayer normalement, comme des volontaires classiques. Et au bout d'un moment, il y a une musique qui démarrait et ça se transformait en une chorégraphie. Et les gens se sont mis à applaudir, etc. Et là où c'est drôle, c'est qu'il y a eu plusieurs,
beaucoup de retours de presse, dont un en radio et un du Parisien, je le nomme, où, là, où le journaliste n'a pas compris que c'était des artistes. Et il a fait, et le thème le thème de l'article, c'était une ode aux volontaires qui étaient brillants, qui pouvaient même transformer C'est se transformer. etc. Voilà, donc ça c'était assez drôle, mais c'était aussi pour nous, c'était une réussite. Voilà, on était content de notre effet. Mais après, il y a mille anecdotes pour les Jeux Olympiques. C'est un événement ultime. Euh, et puis bon, tout le monde l'a dit, mais c'était quand même le vivre de l'intérieur, c'était extraordinaire. Bah oui, tu as eu cette chance-là et toute ton équipe créée pour l'occasion en quelques jours, j'imagine. Voilà, une fois que tu as eu cette énorme commande. Quasi, non, l'avant-dernière question, là, avant de passer au portrait pile ou face, toujours pour bah, les auditeurs éventuellement qui demain souhaitent construire des partenariats. Tu as, tu as des sports individuels comme le tennis, alors qui peut être aussi en double pour le coup, mais qui plutôt majoritairement des sports individuels, des sports collectifs d'un autre côté. Est-ce qu'il y a une approche différente? Est-ce que il y a ici dans l'Ouest, il n'y a pas très loin, au Sable d'Olonne ou à Lorient, des skippers qui sont des sportifs plutôt individuels quand ils font le Vendée Globe et puis parfois ils sont en équipe. Euh, voilà, c'est quoi ta vision? Voilà, si un entrepreneur se dit tiens, je vais sur un sport, est-ce qu'il y a des différences ou est-ce que Oui, bah voilà. oui, on l'a dit tout au long de notre échange, Gweneth, c'est bon, chaque sport a ses spécificités. Non, je le répète, il y a pas de conseil a priori, c'est plutôt après en fonction de chacun, de chaque cas qui est particulier. Et il me vient en tête l'entreprise Human, qui sont les agences immobilières, hein. Il y a un réseau de 1000 agences Human en France. Human est partenaire de l'UBB sur le maillot, Ouais. EBI, mais également a armé un, un navigateur qui a participé à la dernière Transat. Ok. Donc, on peut aussi, voilà, faire des choses différentes et complémentaires. Au final, si on met le rugby, et puis qui est aussi partenaire de Limoges en basket d'ailleurs. Si on met tout ça, je pense que c'est un excellent mix parce qu'on retrouve un condensé des valeurs du sport finalement et avec un vrai fil conducteur. Ce que tu dis là, c'est une ode à la diversité. On en a parlé, la richesse de la diversité au début de notre entretien, et c'est aussi la diversité des épreuves sportives ou des compétitions, peu importe. Sans pour autant saupoudrer. Il n'y a pas pire que Ouais, le saupoudrage dans ouais, notre niveau. métier. Il faut qu'il y ait une cohérence, quoi. Il Pas faut qu'il y ait une saupoudrer, vraie. mais qu'il y ait une cohérence par rapport à l'identité de l'entreprise. C'est ce que j'ai très apprécié dans ce que tu as dit au départ, hein, qui est une évidence pour moi, mais voilà, si on embarque un partenariat, il faut que ce soit aussi avec ses équipes, avec son entreprise, quoi. Il ne faut pas que ce soit qu'un choix individuel. Je l'ai placé en premier. Ouais, tout à fait. Allez, juste dernière question avant les portraits pile ou face. Est-ce que, alors pour conclure, hein, si, voilà, sur tous les sujets qu'on a abordés, est-ce que tu as un dernier mot ou un mantra, voilà, ou une citation, quelque chose quelqu'un qui t'inspire, voilà, qui a inspiré ton quotidien et que tu peux partager un peu en conclusion? Non, en fait, on rencontre beaucoup de personnes et des belles personnes, donc c'est difficile de faire un comme ça à chaud. Ça me vient pas en tête, mais et simplement, on l'a dit tout à l'heure, Gwenaël, et c'est pour ça qu'ils l'ont là-dessus, le détail. Tout est dans les détails, rien que dans les détails. Et on parlait des tables rondes, mais il y a des symboles dans notre univers de l'événementiel. Et il faut anticiper. L'anticipation, c'est un mot que je répète en permanence en interne. Anticipation, créativité, détail. Voilà. C'est avec ça on peut voyager. Ça m'inspire sur l'anticipation, hein, pareil dans les méthodes aussi commerciales, hein, on dit en méthode commerciale qu'il faut aller chercher des objections prévisibles. Ça veut dire qu'à un moment, quand on négocie avec un client, il faut déjà avoir préparé les 5-6 angles, on va dire, d'attaque sur les objections prévisibles. Et effectivement, l'anticipation, la planification, l'organisation, c'est de se dire aussi, si on est partenaire, on organise un événement, c'est de se dire qu'est-ce qui peut se passer et dans telle situation, voilà, comment on peut réagir, quoi. C'est ça l'anticipation. Exactement, parce que là aussi, on n'en a pas parlé, mais on gère aussi des situations où on doit faire attention, et c'est très important cette dimension, à la sécurité. On est de sécurité du public, sécurité des participants, et ça, j'en ai pas parlé, mais c'est comme une évidence. C'est aussi,
En haut de la liste, Organisatrice. faut jamais oublier, on est responsable. Et donc, cette exigence responsable. Bah, bien sûr, bien sûr. Allez, on passe pour conclure à l'habituel portrait pile ou face avec, je vais te donner à chaque fois deux options possibles dans ce questionnaire. Et puis, je te précise une règle importante, c'est que tu as droit au joker une fois en disant, voilà, le joker qui peut dire aucun des deux, ou joker les deux, ou ce que tu veux. Donc, il y a 7 ou 8 options. Et pour la première, alors il y a des questions que je pose à tous les gens que j'interviewe, et il y en a d'autres qui sont plus adaptées à la personne. Tu vas me découvrir. Alors, première question, c'est talent ou entraînement? Ah, le talent tout seul ne suffit pas. Et l'entraînement, si on n'a pas de talent, c'est difficile d'arriver. Mais l'exemple, c'est Rafael Nadal. Rafael Nadal, c'est pas le plus talentueux des tennismen. Par contre, en termes d'entraînement et d'abnégation, c'est le meilleur et de loin. Donc, je mettrais quand même entraînement. Entraînement, super. Alors, en introduction, le Campus Club dont je t'ai parlé, qui sponsorise le podcast, c'est les activités cérébrales et physiques. Alors, toi, tu dirais plutôt les activités cérébrales ou les activités physiques? Voilà. Physique, parce que mens sana in corpore sano. Ah ouais, ok. Alors, Un esprit sain dans un corps sain. ok, ok. Donc, on pense mieux si notre corps est Voilà, c'est ce que je veux traduire, c'est que je pense que le sport est un objectif de santé publique et que effectivement, si j'applique ça à titre personnel, souvent quand j'ai eu des décisions à prendre, je suis allé faire un footing et courir. Et lorsqu'on a bien transpiré, parce on prend du recul avec les choses de la hauteur, on prend les bonnes décisions. Et là aussi, ça peut paraître un peu puéril de dire ça, mais c'est une façon d'exprimer, de répondre un peu à ta question. Alors, d'un côté, réunion, et de l'autre, brief, débrief. Tu choisirais quoi? Réunion ou brief, débrief? Brief débrief. Ouais. Je pense que là, pour moi, on abuse sur le nombre de réunions. C'est plutôt, je réagis plutôt par rapport à ça. La réunionite tue les réunions. Donc, Tout à fait. Tu les échanges. Euh, alors ça, c'est un sujet qui est au cœur de ton activité, c'est partenaire ou sponsor? partenaire, Partenaire. partenaire. La connotation de sponsor, c'est une connotation financière. Voilà, la connotation et donc ce sont forcément des partenariats. On a une dimension affective dans le sport, une dimension dramatique, une dimension différente des autres univers économiques. Donc forcément, on ne peut être que raisonner en forme de partenariat. Il faut accepter l'aléa sportif, les up and down d'un sportif, d'une sportive. Voilà. C'est la vie du sport. C'est la vie du sport. Alors, réseaux sociaux ou relations publiques en présentiel? Relations publiques en présentiel. Évidemment, c'est le sport une force de réseau euh, considérable, presque la plus importante, je pense. Euh, on- on- Ça se justifie à chaque événement, à chaque rencontre dans l'univers sportif. Et puis, les réseaux, c'est superficiel. C'est tous. Voilà. Et d'ailleurs, quand tu parles de réseaux autour du sport, hein, souvent quand on parle, il y a beaucoup de réseaux à Vannes, hein, la ville où je suis, réseaux divers, réseaux d'affaires, réseaux de partage, etc. Mais le plus gros réseau, il y a pas, c'est le RCV, c'est-à-dire qu'il Oui, regroupe 400 ou 500 entreprises partenaires. oui, oui, oui. On peut tout, dans toutes les villes, c'est pareil. Hein, voilà, dès qu'il y a Partout pareil, oui, dans les clubs, dans les Open de tennis, la dimension, c'est le réseau, non, le sport a vraiment une très grande force différenciante là-dessus. et, alors, on rentre un peu dans le basket. Alors, la première que je vais te poser, c'est basket ou tennis? T'as fait beaucoup de choses des deux côtés. Basket, c'est un sport d'origine, hein, donc le basket est mon sport, même si j'aime tous les sports. Un peu moins les sports mécaniques, mais non, non, au basket, oui. Basket. Alors, si je parle de joueurs, et je t'ai mis Antoine Rigaudot, donc il y a 2 épisodes, j'avais la chance de l'interviewer. Ou alors, si on est dans le monde d'avant, quand on se fréquentait voilà, dans le basket, mais ou Victor Wembanyama. Joker. Ah, voilà, tu me disais que le Joker allait sortir là.
Joker, forcément, Antoine, je le connais, c'est quelqu'un qui a marqué sa génération, évidemment, hein, avec le talent, la modestie, etc. Et puis Wembanyama, c'est un ovni dans l'univers du sport en général. Et au-delà du sport, un personnage d'une intelligence aiguisée et qui peut être vraiment fédérateur, je pense, de manière sociétale aussi, Wembanyama. Alors, l'avant-dernière question, je connais quasi la réponse aussi, mais je connais ton attachement au club. Limoges CSP ou l'équipe de France de basket? Pas répondre autre chose que Limoges, évidemment, qui est, bon, voilà, c'est mes racines, hein, Limoges, hein. C'est un club historique du sport français. Même si il ne faut pas que ce soit un musée, hein. Les clubs historiques, il ne faut pas qu'ils deviennent des musées. Et non, non, c'est Limoges. Et puis l'équipe de France, évidemment, étant dans le basket depuis très longtemps, j'adore de voir l'équipe de France à ce niveau-là. Et j'étais au bord du parquet, vraiment au bord du parquet, pour la finale France-États-Unis des Jeux Olympiques. Pour moi, c'était vraiment énorme. Et la dernière, mais là, c'est plus une question clin d'œil que je fais à tous les invités pour le coup, c'est pitch banane. Je vois le clin d'œil, Gwenaël, donc je dirais Peach, parce que j'ai pas de rapport particulier avec la banane, mais si, Commercialement. avec Peach, oui, 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 c'est évidemment Peach. Et pitch, et qui nous réunit d'ailleurs. S'il n'y avait pas eu pitch, d'ailleurs, on ne serait pas là en face de l'autre aujourd'hui, hein, parce que Exactement. votre première rencontre s'est produite quand on était à la recherche d'un stand original. On parlait de choses, faire des choses différentes. Et à l'époque, on cherchait un stand un peu original pour la marque Pitch. On avait trouvé un stand grâce à toi, en forme de ballon de basket qui s'ouvrait comme ça, voilà, qu'on a été chercher à Exactement. Marseille. Enfin, je me rappelle d'ailleurs un déjeuner, parce que voilà, les relations, c'est aussi les hommes, les relations humaines, et un déjeuner qu'on a eu à Marseille sur voilà, dans une petite calandre là, qui a cédé voilà, des relations durables, puisqu'on on repasse aujourd'hui voilà, un podcast ensemble. Alors, c'est la conclusion. Je vais te souhaiter, je vais te dire, plutôt te souhaiter, je vais surtout te remercier vraiment du moment passé ensemble qui était vraiment extra. Et j'imagine que tous les auditeurs, auditrices vont y trouver leur compte parce qu'il y a eu plein de choses intéressantes et s'inspirer des quelques messages clés que tu as pu donner. Merci beaucoup, Sven. Merci pour ton invitation. C'était un plaisir. Bon, c'est un plaisir partagé. Et donc, j'invite voilà, ceux qui vont nous écouter à s'abonner à la newsletter. Comme ça, en exclusivité, ils reçoivent l'information du nouvel invité. Et puis, pas hésiter à interagir sur les différentes plateformes. Il y a plein de sujets passionnants. Il y a encore plein d'invités à venir. Donc, comme l'épisode va sortir dans les semaines qui viennent, je vous souhaite aussi de bonnes vacances à toutes et tous. Et puis, Pascal, on se retrouve bientôt, j'espère. À très vite, Gwenaël. Merci. Très vite. Merci.